Bonjour Julie. Aujourd'hui, j'aimerais vous offrir sur ma chaîne une entrevue avec une expat. C'est pas une femme d'expat, c'est une expat parce qu'elle est partie d'elle-même pour un but très spécifique en Allemagne. Et en fait, je trouvais ça intéressant de vous offrir aussi des entrevues pour vous montrer d'autres réalités de femmes où ça pourra être aussi des hommes. Mais aujourd'hui, c'est ça, Julie Smith, c'est une fille qui parle plusieurs langues. Oui, elle parle beaucoup de langues, vous allez voir. Et elle a un parcours très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a étudié les sciences et qui est aussi artiste. Donc, vraiment, elle a un parcours très, 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 très intéressant. En tout cas, pour moi, j'espère que vous allez apprécier autant son parcours que moi, je l'ai apprécié. Et Julie vient du Québec. Elle est née à Charlebourg, à Québec. Et à l'âge de 4 ans, elle a déménagé à Chicoutimi, au Lac-Saint-Jean, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Et vous allez remarquer son petit accent. C'est un très bel accent qu'ils ont au Saguenay. Moi, j'adore. Et pour les Français, vous allez voir, c'est un accent un petit peu différent que Montréal. Vous allez le remarquer. Donc, voilà, Julie, je voulais te présenter sur ma chaîne Sur la route de Daniel Expat. Ça fait pas longtemps que j'ai créé ma chaîne, ça fait une semaine, mais je tenais à que tu sois la première entrevue. Et nous, on se connaît, mais je veux présenter ton parcours parce que je le trouve très intéressant. Donc, j'aimerais ça d'abord que tu me dises comment tu as eu justement le contact avec autant de langues. C'est quoi la première langue que tu as appris à part le français? Ça a commencé par l'anglais, bien sûr. Hein? Au Canada, on apprend toujours l'anglais comme langue seconde. Et ce qui a été un peu déterminant, c'est qu'à partir, alors que j'avais 15 ans, on est parti vivre une année à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Et donc, j'ai fait une année scolaire en allemand, secondaire 4, là, en allemand. En allemand, en anglais, pardon. En anglais. Et voilà, j'avais donc un peu un intérêt déjà avec les langues. J'ai vu que ça allait bien. Puis après, je me suis intéressée à l'espagnol pendant mes études de chimie. Parce que tu as étudié la chimie. Ça a été ton cursus plus scientifique, c'est ça? Au début, voilà. Après le cégep en sciences, normal, ce qu'on fait au Québec. Là. Donc, c'est une 12e, 13e année. Là. Pour les Français, c'est un baccalauréat. Après le cégep, chez nous, je suis allée vers la chimie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et puis, j'y avais des cours d'espagnol, ça m'avait intéressé, et d'italien. Moi, j'avais fait les deux. J'avais fait un peu d'italien, puis ensuite, j'avais fait l'espagnol. Et il y avait une offre de cours intensifs pendant l'été. Et donc, on partait 8 semaines au Mexique, dans une petite ville, pour faire des cours avec les deux. Le professeur qui nous donnait les cours à l'université à Chicoutimi venait avec nous dans le voyage. Puis on était 6 semaines, 6 ou 8. 6, je crois. 6 semaines au Mexique, dans des familles. Et donc, c'était un apprentissage assez intensif. Hein? Ça avait très, très bien été. C'était comme une expérience au pair ou c'était juste dans une famille pour apprendre la langue ou tu devais garder des enfants? Ou... Non. C'était vraiment pour apprendre la langue. Et puis, tous les jours, on avait des cours d'espagnol. On continuait d'apprendre notre espagnol avec des cours avec la littérature, des choses à lire, des choses à écrire. Tu sais, bon. C'est vraiment des cours de langue, mais donc le séjour de 6 semaines, il comptait comme pour 2 cours intensifs d'université. Donc, tu as été finalement amené à être sensible à l'étranger, à vivre à l'étranger assez jeune. Si on prend ton expérience à 15 ans à Yellowknife pour l'anglais, puis après, justement, en Espagne avec des études scientifiques. Au Mexique. Non, au Mexique.
Je t'ai dit, j'ai dit en Espagne, excuse-moi, je voulais dire au Mexique. Donc, mais c'est peut-être parce que tu sais déjà que l'Espagne est venue après. Oui, c'est ça. On ne va pas sauter d'étape. Donc, quand tu es revenu du Mexique, tu as continué tes études en sciences, en chimie. Oui, là, j'ai fini il me restait une année, j'ai terminé mon bac. Et puis, après, là, c'est là que j'ai allé en Espagne. J'ai décidé de faire un projet de fille au père en Espagne. Je suis partie en octobre jusqu'à juin. Dans une famille, j'ai vécu avec. Il y avait 2 enfants. Puis la maman, elle venait juste de se séparer. Donc, c'est pour ça qu'elle avait envie d'avoir une fille au père, là, pour l'aider aussi. Et donc, les enfants, une fille et un garçon. Et on vivait près de la frontière de la France, à San Sebastián, donc une ville qui est une demi-heure de la France, à peu près. Et les enfants, ils allaient à l'école en français. Et c'est pour ça qu'elle avait voulu avoir quelqu'un qui parlait le français pour aider à faire les devoirs. Parce qu'elle ne connaissait pas assez le français pour aider à faire les devoirs. Tu sais. Fait que donc, j'ai consolidé mon espagnol à ce moment-là. Puis tu as quand même pu apprendre l'espagnol malgré tout, qu'il fallait que tu aides les enfants en français. Oui. Mais comme c'était après le Mexique, j'avais déjà fait comme 4 cours d'espagnol avant. Là. Fait que maintenant, en Espagne, j'ai rechangé certaines expressions parce qu'on ne parle pas pareil au Mexique et en Espagne. Hein? Et donc, j'ai consolidé mon... Ça, il y a de la visite. Allô? Allô? Il est disparu. Comme un petit magicien, il apparaît, il disparaît. Ouais. Donc voilà, l'espagnol, c'est consolidé. Donc, c'était la première expérience en Europe. Okay. Et quand tu es revenu, en fait, bon, là, tu avais l'espagnol, puis tu étudiais en sciences. Donc, et après, tu as eu la musique, finalement. Comment tu as passé de la science à la musique? On avait à Chicoutimi, il y avait une compagnie, je dis ça comme ça, qui faisait à chaque année une opérette pour le temps du carnaval. Et pendant que je faisais mon cégep, j'étais allée chanter là, dans le chœur. Là. Puis, voilà, donc comme j'avais commencé à prendre des cours de chant aussi à ce moment-là. Et puis, bon, voilà, j'ai fini la chimie, je suis allée au père en Espagne. Et puis, en revenant, la seule constante qu'il y avait depuis plusieurs années, c'était justement la musique. J'avais une envie d'aller développer ça plus. Et comme j'avais déjà des facilités avec les langues, j'avais une bonne oreille. Puis bon, il faut dire, mon père avait, quand on était jeune, il écoutait de la musique classique de temps en temps. Fait que, on avait comme un petit peu... Arrête, OK? On avait un petit peu une affinité peut-être, parce qu'il y en a des gens qui n'écoutent jamais de musique classique de leur vie, mais nous, enfants, on en avait déjà écouté. Hein? Fait que j'ai commencé à faire j'ai continué, c'est-à-dire à faire des cours de chant, parce que même en Espagne, j'avais trouvé un prof pour continuer à faire du chant. Et puis voilà, alors en revenant de l'année au père, je suis retournée au cégep pour faire juste les cours de musique, de concentration. Mm-hmm. Et ensuite, je vais pu faire le bac et la maîtrise en chant classique. Et pendant mes études, pendant ces études-là, il y a eu d'autres langues. J'ai appris un peu j'ai recommencé à faire de l'italien, parce que l'italien, on en chante beaucoup en musique classique. Mm-hmm. Et puis, j'ai appris l'allemand aussi, parce que la musique allemande, j'avais un intérêt aussi pour les lieder, qu'on appelle, les chansons de l'époque un peu romantique là, du 17e, 18e siècle, avec Schubert, avec Schumann, Liszt, et voilà. Et donc, je voulais comprendre ce que je chante et être capable de mieux transmettre l'émotion qu'elle a avec les textes. Hein. Et voilà, donc j'avais appris aussi l'allemand à ce moment-là. J'avais commencé l'allemand. Et j'avais fait pendant l'été aussi un cours de russe. Et j'ai chanté, ma dernière année de bac, j'avais des chansons en russe là, dans mon programme. Donc là, ça veut dire que combien de langues, si tu nommes les langues? Si je français, bien sûr, anglais, espagnol, dans l'ordre. Hein? Ensuite, de l'italien, de l'allemand.
Puis j'ai appris le russe un peu aussi. Mais le russe, je ne suis pas capable de le parler. Là. Je l'ai appris juste assez à ce moment-là. Quand j'étais dedans, je pouvais dire mes textes là, de mes textes de chansons, d'air d'opéra. Mais je ne peux pas parler ça couramment. Là. Comme l'italien, d'ailleurs. Mon problème avec l'italien, c'est que c'est tellement proche de l'espagnol qu'aussitôt que je cherche un mot, il vient en espagnol. Parce que Et c'est donc, deux langues qui sont proches. je change. Voilà, et je change tout de suite dans la langue qui est plus facile pour moi. En italien, je connais beaucoup, beaucoup de mots parce que j'ai chanté plusieurs œuvres en italien, des opéras, puis beaucoup des chœurs et des chansons, etc. Beaucoup, Mais tu dis aussi que la musique, en fait, ça t'a toujours accompagné. Mais comment tu as fait le switch? Parce qu'en fin de compte, quand tu étudiais la chimie, tu pensais faire une carrière en chimie ou comment tu es arrivé à faire le switch? C'est parce qu'au milieu de mon bac, je me suis dit à un moment donné, ouais, mais tu sais, le faire du laboratoire tout le temps, je trouve pas ça aussi le fun que ça. Et donc, mais comme après, voilà, le milieu du bac, tu es rendu à 3 sessions, donc tu es rendu dans le temps de Noël, tu as 10 jours pour te virer de bord, et c'était un peu court, et j'avais pas de plan B, là, direct comme ça. Fait que j'ai dit en premier, je vais terminer le diplôme, comme ça, je vais avoir le baccalauréat en chimie, ça va être complété. Puis en pensant peut-être que dans ce temps-là, je vais avoir le temps de trouver une autre option, là, d'étudier quelque chose d'autre ou de décider de faire une autre carrière. Mais c'est pour ça, quand je dis en revenant, après, je suis partie au père. Puis en revenant d'être fille au père, ben, la seule constante, c'était que depuis que j'avais 15 ans, c'est que je faisais tout le temps du chant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'explorer ça. Ça peut être. Mon père n'a pas été très apprécié, mais bon. Mon père, lui, il trouvait plutôt que c'était quelque chose à faire à côté d'une vraie carrière. Mais bon. Donc, tu as quand même suivi ton intuition puis ton rêve d'enfant de vouloir faire de la musique. Et après, est-ce que tu as compris pourquoi que ton père voulait pas que tu fasses ça? Oui, un peu. C'est parce que c'est bien difficile après d'avoir une carrière, hein, de travailler dans le domaine musical, pour dire qu'on travaille, c'est-à-dire toutes les personnes que je connaissais dans la ville de Québec qui faisaient de la musique et qui étaient chanteurs, il y avait tous 3 ou 4 sources de revenus différentes. Là. Ils faisaient des petits projets de musique où ils chantaient dans les églises, ils dirigeaient des chœurs ou de temps en temps, ils faisaient des projets de choristes professionnels, par exemple à l'Orchestre symphonique dans le chœur symphonique ou dans le chœur de l'Opéra de Québec. Ça fait que c'est toutes des petites choses qui s'ajoutent et souvent, il était aussi prof de musique, prof de chant dans des écoles de musique ou en privé, voilà. Puis moi, au départ, l'enseignement, c'était pas mon intérêt premier, là. Fait que je me disais, si j'enseigne pas, ben c'est comme j'aurai pas assez de revenus. Ça marchera pas vraiment. Puis j'avais envie de... Ce que j'aurais vraiment aimé, c'est arrêter d'avoir un poste de choriste dans un chœur d'opéra. Puis je me suis dit, ben pour ça, c'est l'Europe, hein, c'est pas au Canada qu'on peut avoir un poste fixe dans un chœur. Chez nous, ça n'existe pas. Entre-temps, j'avais fait, à un moment donné, un stage à Toronto. Puis j'avais des collègues là-dedans ils faisaient partie du chœur de l'Opéra de Toronto. Puis ils me disaient, à chaque année, il y a une nouvelle audition. Fait que, tu sais, il n'y a aucune garantie que l'année d'après, tu vas continuer d'être dans le chœur. Donc, il faut que tout le monde, même à Toronto, qui est quand même la plus grande ville au Canada, les artistes, il y avait aussi un travail de secrétaire ou de je ne sais pas quoi à côté. Là. Mais toi, tu as été faire un stage à Toronto aussi. Oui, j'ai fait un stage un été. Un stage où on était un groupe, une trentaine de personnes ensemble. On avait monté 3 opéras différents. Moi, je faisais partie d'un opéra, puis il avait fait un opéra en français, fait que j'avais fait le support technique dans cet opéra-là en français. OK, donc toi, c'était vraiment l'opéra. Et après, ben, pourquoi? Comment tu as décidé que tu voulais aller en Allemagne? Allemagne, après, voilà. Donc, j'ai terminé ma maîtrise de musique. Et à ce moment-là, les genres musicaux qui m'intéressaient le plus, c'était des compositeurs allemands. C'était Brahms avec les leaders.
Et puis Bach, la musique baroque plus ancienne, là. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas aller en Allemagne? Non, et puis aussi à mon université, à ce moment-là, comme je faisais les cours d'allemand, il y avait eu de l'information sur un programme d'assistant de langue étrangère qui avait lieu en Allemagne, c'est-à-dire un programme qui était subventionné par le gouvernement allemand, là, où on arrive ici, puis on est placé dans une école secondaire, une école où il y a notre langue, là, le français ou l'anglais, dépendant. Et puis, on a comme un poste d'assistant de langue. Ça veut dire on est 12 heures par semaine. On a des cours où on aide dans les cours, où on prend un petit groupe d'élèves, puis on fait des activités particulières pour favoriser le développement de la langue française, par exemple. Parce qu'ici, il y en a aussi beaucoup des enfants. Ben, beaucoup. Il y a plusieurs enfants qui ont 2 langues à la maison. Hein? Fait que s'il y avait un parent francophone, ben, c'est comme faire des cours particuliers pour ces enfants-là pour qu'ils soient un peu motivés parce qu'ils arrivent au cours puis ils savent déjà tout là parce qu'ils parlent chez eux déjà. En tout cas, donc c'était pour développer l'écriture ou la lecture, la compréhension à la lecture, tu sais. Voilà, fait que des activités spécifiques, là. Puis ça avait le gros avantage que comme c'était juste 12 heures par semaine, bien, on pouvait se promener puis aller faire des petits voyages ou faire d'autres choses. Là. Fait que c'était un très beau programme. J'ai bien aimé. Tu es retournée à l'université pour t'inscrire en allemand pour pouvoir aller en Allemagne. C'est ça. Donc, j'ai repris en 2009, là, à l'hiver 2009, un cours de langue allemande juste pour être en mesure de poser ma candidature dans le programme. Puis, parce que là, je ne voyais pas qu'est-ce que je ferais à Québec, là, dans ma région, au niveau professionnel. C'est ça. Donc, le but, c'était pour pouvoir aller vers la musique ou c'était le but, c'était de pouvoir enseigner en Allemagne? Non, c'était pour aller faire des auditions en Allemagne, là, pour les chœurs. C'était ça le premier but. Et donc, c'était ça, pour ça que je dis le poste d'assistant de langue, c'était bien pratique parce que j'avais la possibilité de partir, tu sais, s'il y a des cours, si j'ai pas de cours le vendredi, je pouvais partir la fin de semaine, aller, ou quand il y avait des auditions à un endroit ou à un autre, je pouvais organiser mes heures puis partir. Fait que ça, c'était très pratique. Mm-hmm. Mais au départ, c'était pour les chœurs. C'était pour les chœurs. Mais j'ai trouvé aussi à Metz, là, je suis arrivée ici à Mayence, c'est un peu par hasard, là. Et puis, ici, il y avait un chœur qui s'appelle le chœur Bach. Il y en a souvent dans plusieurs villes, il y en a. Des chœurs ça veut dire qu'ils consacrent leur travail aux œuvres de Bach. Hein? Ils font seulement des cantates ou des passions de Bach, toutes des œuvres chorales et avec solistes, là, mais voilà, surtout, évidemment, de Bach. Ou des fois, des compositeurs un peu de cette époque-là aussi, mais en grosse partie, Johann Sebastian Bach, puis peut-être les fils, on a fait un... Et voilà, cette année-là, justement, la première année que j'étais ici, j'ai même enregistré un CD. Fait que j'étais comme, c'est parce que moi, je reste ici, là. À cause de ce chœur-là, ils avaient décidé de faire un enregistrement de quelques cantates de Wilhelm Friedrich Bach, c'est un des fils de Bach, Johann Sebastian. Et donc, il y avait un programme avec 2 ou 3 cantates, et puis avec peu de chœur réduit. Puis comme moi, je sortais d'une maîtrise en musique, fait que j'étais capable de chanter. Il m'avait pris dans le chœur réduit, tu sais. Ça veut dire qu'on était 2 par voix, là. Mm-hmm. Mais toi... là, wow! Tu sais, je suis en Allemagne, puis on a enregistré un CD en mois de mai, la première année que je suis là. Fait que j'étais, là, il faut que je reste plus longtemps que juste une année, là. Et donc, j'ai renouvelé le projet d'assistant de langue, là. OK. On va dissocier les deux. Là. On va parler du programme d'assistante de langue. Puis, on va parler de ta sortie de zone parce que je vois que ça t'allume beaucoup, ça. Hein? Donc, mais avant ça, tu m'avais parlé que tu avais fait aussi un programme à Baden von Wien. Donc, ça veut dire que c'était en banlieue de Vienne. Ça, c'était avant ton programme. Hein? Donc, j'aimerais ça peut-être... Avant d'être assistante. Avant d'être assistante. Donc, peut-être nous dire comment tu es arrivée, comment tu as pu faire ce programme-là, puis qu'est-ce que c'est ce programme-là, parce que ça pourrait peut-être intéresser des gens, des fois au Québec ou d'autres musiciens ou chanteurs, à faire des programmes comme tu as fait.
Oui, ça, c'était un programme qui était spécialisé sur le Lied, donc la forme particulière de chansons allemandes qui ont été écrites justement au 17e, 18e siècle avec Schubert, Schumann, jusqu'à Reger, Mahler, un peu plus tard aussi. Là. Avec, voilà, donc il fallait envoyer un CD, des mots, tout ça. Puis là, c'était un programme qui durait 5 semaines à Baden bei Wien, donc une ville qui est à 20-25 minutes, je pense, de Wien, c'est pas très loin, de Vienne, donc en Autriche. Donc c'est vrai, ma première étape en Europe a été en Autriche, en fait. Ouais. Et aussi, c'était très intéressant au niveau des accents, là, c'était le fun. Ah ouais? Parce que c'est bien beau d'apprendre une langue. Au début, tu as plein de choses dans la tête, mais tu n'es pas capable nécessairement de parler. Hein, puis bon, il fallait faire des pieds et des mains un peu des fois parce qu'en plus, je vivais dans une maison. On était installés dans des maisons encore avec des gens. Puis la dame qui vivait là, elle avait juste un enfant, un garçon qui était adulte. Là. Puis il y avait de la place pour 2 personnes. Puis le collègue qui était avec moi était américain, puis il ne parlait pas un seul mot d'allemand. Fait que ça fait une situation intéressante parce que moi j'étais avec mon français et mon allemand, puis là, je faisais des traductions, donc sur une 3e langue avec l'anglais pour aider Mathieu qui ne comprenait rien sinon. Ça fait travailler le cerveau. Puis tout se passait en allemand dans les cours, puis tout ça là-bas? Non, ça allait parce que dans les cours, c'était beaucoup en anglais, il faut dire, parce que c'était un groupe de professeurs. Il y en a qui venaient des Pays-Bas, il y en a qui venaient d'Allemagne, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se passaient plutôt en anglais parce qu'il y a plusieurs personnes qui venaient des États-Unis, par exemple, Puis comment pour ça se faire le passe? programme. Quand tu veux faire un programme comme ça, tu fais une audition, tu prépares des chansons. Qu'est-ce qu'on te demandait pour être sélectionné pour aller là? Il fallait envoyer comme une liste de répertoire, un peu ta formation musicale, comme un CV, hein, un peu, et puis aussi un enregistrement avec des leaders. Il y avait je crois il donnait des critères. Il faut que tu prennes peut-être une chanson de Schubert, un de tel, et tu nous envoies ça sur ton CD, tu enregistres, tu l'envoies, puis on voit si on t'accepte dans le programme ou pas. OK. Et qu'est-ce que... Une fois accepté, ben, là, il fallait préparer 20 ou 25 chansons. Avant d'arriver, il fallait avoir un répertoire disponible de. Il fallait avoir, je ne sais pas, 5 chansons de Schubert, après 3 de Schumann. Ensuite, il y avait une liste dans les œuvres de Liszt ou de Mahler. Il fallait prendre une dans cette liste ou 2 dans cette liste. Et bon, il fallait être vraiment très préparé. Puis on travaillait là-bas avec aussi des pianistes. Il y a des pianistes qui venaient de partout. Il y avait des pianistes canadiens, américains, de l'Angleterre, ni de Pays-Bas encore. Il y avait une chanteuse qui venait d'Espagne. En tout cas, c'était vraiment très coloré. Quand tu faisais ton répertoire où tu disais qu'il fallait un certain nombre de pièces, tout ça préparé, tu savais déjà que tu étais accepté. Oui, c'est ça. Après qu'on était accepté, il nous envoyait la liste, puis aussi, il s'organisait pour que pas tout le monde arrive avec les mêmes chansons. Hein? C'est-à-dire qu'il fallait donner le répertoire d'avance, dire moi, je vais préparer ça, 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 pour pas que tout le monde arrive avec les 3 mêmes chansons. Là. Et est-ce que le programme, tu l'avais trouvé par l'université ou comment on trouve ces programmes-là? Comment tu as trouvé ça au hasard ou sur Internet? Oui, de la recherche sur Internet, là, puis j'avais trouvé le programme qui s'est passé à Vienne. Puis, je ne sais pas s'ils le font encore, parce que monsieur le Dean, qui s'appelait Dean Larson, qui avait commencé le programme, il est décédé, ça fait pas longtemps. Oh. Fait que je ne sais pas si le programme a encore lieu, mais ça a été au moins 25 ans. Là, il prenait à chaque 2 ans un nouveau groupe de jeunes chanteurs et pianistes. Là. Et puis c'était très intéressant parce que lui, Dean Larson, c'était quelqu'un qui était un peu philosophe et qui avait beaucoup travaillé, c'est un Américain, mais qui avait beaucoup travaillé aussi sur la langue allemande, dans la littérature. Et puis il était vraiment très intéressant. Il nous parlait des textes et puis de la poésie en arrière de ça, mais aussi de l'époque, c'est-à-dire de l'atmosphère que ces textes-là voulaient transmettre et pour comment les gens vivaient à ce moment-là, pourquoi c'était comme ça, les textes. Puis c'était comme un truc très complet. On se sentait transporté là un peu. Puis le fait qu'on est aussi en Autriche, un très beau petit village, on se sentait dedans.
C'est vraiment Donc, fun. c'était aussi tout le côté culturel pour. C'est pas C'était très on intéressant. appelle ça interprétation, c'était pas juste de chanter, mais vraiment C'est ça, d'interpréter en. interpréter. Puis travailler les textes avec des germanophones aussi, tu sais, donc les subtilités de prononciation ou d'accentuation, tu sais, c'était très, très enrichissant. J'arrête, c'est un problème technologique. C'est la première fois que j'enregistre. D'habitude, je suis participante. Donc, je ne connais pas encore toute la technologie du Zoom, je découvre. Donc, on était justement, on était en train de dire finalement que ton expérience justement avec celui qui avait créé le programme, malheureusement, il est décédé, puis tu ne savais pas Ouais. s'il il existait encore, mais qu'est-ce qui était vraiment fabuleux, c'était tout ce qui entourait. Il vous enseignait aussi le côté culturel, en fait, pas juste de chanter la chanson, mais il fallait connaître la culture pour mieux interpréter les chansons. C'est ce que j'ai Et compris. l'époque. Oui, la culture et l'époque à ce moment-là, comment c'était, comment on vivait, les sensibilités hein, de ce temps. Donc, c'était vraiment une belle expérience pour toi, ce que j'ai compris. Et on l'a Oui. bien senti, on a bien vu la passion que tu avais avec ce beau programme. Et après, c'est là que tu es parti en Allemagne. Puis tantôt, tu disais que tu es tombé par hasard à Mainz. Mais est-ce que c'est vraiment un hasard? C'est pas, ben, un peu oui, mais à ce moment-là, ma sœur vivait déjà à Zurich depuis 2 ans. Ma sœur avait rencontré quelqu'un de la Suisse et était installée à Zurich. Et donc, quand on m'a demandé vers quel endroit de l'Allemagne vous voulez aller, ben moi, j'avais plutôt dit les provinces du Sud. Donc, la Bavière, Baden-Württemberg et Rheinland-Pfalz. C'est pour ça que je dis au hasard, vraiment, c'était juste une question de situation géographique parce que je m'étais dit, quand je vais être en train d'être assistante, je pourrais rendre visite à ma sœur à Zurich. Donc, c'était mieux de ne pas aller à Hambourg, là, complètement dans le nord de l'Allemagne. Fait que c'est pour ça. Donc, à part ça, j'ai dit, j'aimerais une ville qui est assez grosse pour avoir un théâtre parce que je voulais voir des spectacles, aller à l'opéra et tout ça. Et donc, je suis retombée ici et je suis arrivée à Mayence, un peu par hasard, parce que, à part les 2 critères que je viens de dire, il n'y avait pas d'autres. Je n'ai pas dit je veux absolument aller là. La deuxième année, j'ai dit oui, je veux retourner dans la même ville parce que j'avais déjà commencé à avoir des contacts ici, à m'installer. Et je voulais absolument continuer dans le même cœur aussi. Donc, ton but, c'était toujours vraiment, tu prenais ce programme-là de langue, mais ton but, c'était vraiment, tu disais, je veux faire ma place en opéra en Allemagne. Ouais. C'est ton but. Ouais, comme trouver un poste de choriste, là, ça aurait été vraiment ma job de rêve. Donc, en fait, je sais, moi, que tu as sorti beaucoup de tes zones de confort, puis tu as fait des sorties de zone, puis j'aimerais ça que, en fait, que tu racontes ça, comment tu faisais quand tu es arrivé en Allemagne pour continuer ton rêve, quoi. Hmm. Voilà, moi, je ne connais pas le truc des sorties de zone vraiment beaucoup, mais tu veux dire qu'on sort de la zone de confort. Déjà, d'être parti du Québec pour venir ici, bon, j'avais des expériences un peu avant avec le Mexique, c'était quelques semaines, mais l'Espagne, ça avait été une année scolaire, tu sais. Donc, de vivre à l'étranger, c'était pas nouveau. C'est sûr que là, on arrive ici, c'est la langue à nouveau, hein, c'est une autre langue. Mais j'avais déjà, à cause de l'université, un certain niveau de langue qui était atteint. J'étais B1 c'est dans le système européen des langues. Là. B1, c'est comme le 3e niveau. Donc, c'est assez pour quand on veut étudier. Quand on veut rentrer à l'université, c'est le niveau minimum qu'il faut avoir. Quand on veut faire des études supérieures, après, il faut avoir un meilleur niveau. Là, mais bon. Et donc, j'étais capable de me débrouiller. Là, je me trouvais des appartements, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais voilà, là, je suis allée donc en enseignement, quelque chose que je n'avais jamais fait. Pour la langue, hein? C'est pas quelque chose que j'ai étudié, d'être professeur. On n'enlèvera pas ça à ceux qui font leurs études en éducation. C'est quand même la pédagogie et la didactique, c'est pas évident. Là. C'est du travail. Et donc, c'est ça. Les écoles, les élèves, le système allemand, le système qui est assez complexe hein, par rapport au nôtre, il est quand même assez différent. Donc, apprendre tout ça. Puis en parallèle, chercher les auditions, puis voir
où je peux peut-être de poser ma candidature, voilà. Et à ce moment-là, bon, j'avais l'avantage que je n'étais pas attachée nulle part, donc je pouvais aller faire des auditions n'importe où, dans toutes les... Je suis allée en Belgique, je suis allée en nord de l'Allemagne, je suis allée en l'est, en Suisse, pas en Suisse, non, en Autriche, j'ai déjà fait une audition aussi. Je n'étais pas attachée là, à Mainz, hein. Donc, à ce moment-là, je bougeais beaucoup. Dans la limite de mes petits moyens financiers, là, parce qu'en assistance d'allemand, c'était pas la meilleure, la plus payée du monde, hein, on s'entend. Mais bon, quand on est tout seul, on s'organise. Hein. Mais je veux dire, il fallait quand même avoir du guts pour dire Oui. Je vais envoyer un démo à cet endroit-là, puis à cet endroit-là. Le CV, puis voilà, puis après, tu te présentes là-bas, puis c'était fou un peu, hein, parce que tu te déplaces des fois des centaines de kilomètres pour aller faire une audition qui dure 10 minutes, là. Mais c'est le stress total. En tout cas, pour la personne qui fait l'audition, c'est quand même stressant. Puis c'est à chaque fois aller prouver est-ce que je suis assez bonne, est-ce que je ne suis pas assez bonne, est-ce que c'est ça que vous cherchez. T'sais? Donc, c'est chaque fois de se mettre un peu comme se mettre à nu à chaque fois. Là. C'est comme faire des entrevues d'embauche, mais un peu plus un peu plus émotionnel, je dirais. Parce qu'il y a une grosse componente, componente émotionnelle quand on fait des auditions. Ça nous touche de près. Hein? Quand on dit ta voix ne me plaît pas ou j'aime pas ce que tu fais, ben, c'est quand même assez. C'est pas nécessairement agréable à entendre ou des fois on le prend mal, on le prend personnel et puis il faut être au-dessus de ça, mais il y a des fois qu'on trouve ça dur quand même. Hein? Comment tu as vécu ça, toi? Comment est-ce que la pression, c'était quelque chose pour toi qui était, bon, c'est jamais facile à prendre, mais Non. comment tu le vivais, toi? En plus, tu étais dans un pays étranger, tu n'étais pas au Québec. Ouais. Que je trouvais dur à un moment donné, je me suis mis à me faire moi-même de la pression parce que quand mon année d'assistanat commençait à être à la fin, j'étais comme là, j'essayais le plus possible de faire des auditions. Et comme j'étais de plus en plus stressée, ça allait de moins en moins bien. Donc, c'était pas très efficace mon affaire. Là. Mes auditions étaient correctes, mais ils n'étaient pas de haut niveau. J'étais capable de faire mieux. Mais à cause que j'étais tellement stressée et que je me mettais moi-même la pression parce que je voulais vraiment rester. Puis j'essayais vraiment de trouver une job. Là, fait que c'était une grosse pression. Et donc, mes résultats n'étaient pas aussi bons que ce que j'aurais pu faire. Mais tu as quand même réussi à rentrer dans certains cas. Oui, j'ai réussi à entrer, mais en tant que choriste c'est comme du choriste supplémentaire. On n'a pas ça beaucoup au Québec. Mais quand ils font ici des opéras de Wagner ou des Verdi, où les chœurs sont présents beaucoup et qui chantent des longues parties, là, puis qu'on veut quelque chose de plus volumineux, bon, ils engagent des gens amateurs en plus du corps professionnel, qui est toujours à la maison d'opéra. Ils engagent donc le chœur supplémentaire, qu'on appelle. Des gens qui ont un peu une formation musicale, mais qui font ça comme un passe-temps, qui viennent aux pratiques, puis font partie d'une production, peut-être pas tout le temps, mais voilà, ça faisait deux par année ou 3 productions, là, où on peut faire partie du chœur. C'est-à-dire que la maison d'opéra présente peut-être 10 opéras, mais il y en a juste 3 où le chœur supplémentaire est impliqué. Là. Donc, ça fait que les gens qui ont un travail normal, ils peuvent faire ça en passant à côté. Là. Et est-ce que c'est avec eux que tu avais enregistré le CD que tu parlais tantôt? Non, ça c'était le chœur Bach, ça. OK. Et donc, moi, donc un autre. Chœur Bach, ça voulait dire de la musique religieuse, hein? C'est tout autre domaine, époque, là. Et tandis que les chœurs supplémentaires d'opéra, j'ai commencé à Wiesbaden, qui est la ville juste à côté de Mainz, l'autre côté du Rhin. J'ai entré dans ce chœur-là en premier. Ensuite, j'ai auditionné à Mainz parce que je vivais à Mainz. J'étais comme si j'avais une place à Mainz, ben, ça serait plus pratique pour les déplacements. Et donc, j'ai pu aussi commencer à Mainz à chanter dans le chœur en 2012. Et là, après ça, j'ai laissé le chœur de Wiesbaden parce que les deux ensemble, ça fait beaucoup. Là. Et des fois, ils ont des conflits d'horaires, ça ne marchait pas. Là. OK. Et donc, j'étais à partir de 2012 dans le chœur supplémentaire ici, à Mainz, à Mayence. OK, c'est ça que tu avais choisi. Oui, si ça avait pu déboucher sur un poste fixe, ça aurait été mon rêve. Là.
OK. En plus, je connaissais déjà la maison d'opéra, je connaissais les choristes, je connaissais les gens, tu sais. Ça aurait été le mieux, là. Mais C'était mon l'autre, bac. mais bon, c'était peut-être pas le bon moment, mais quand Ouais. même, ta première expérience où je voudrais parce que tu en as parlé au début, puis je voulais tu sais, qu'on comprenne comment tu étais arrivé en Allemagne, puis comment tu avais choisi l'Allemagne. Mais tu as dit justement, quand tantôt j'ai enregistré un CD, c'était le rêve, tu t'attendais quand même pas à ça, tu sais. Mmh. Donc, c'était. Tu peux-tu parler de cette expérience-là? Qu'est-ce que tu faisais dans le cœur? Comment ça fonctionne? Peut-être pour des gens qui sont au Québec, qui auraient peut-être envie Mmh. de faire un saut comme toi t'as fait. Mmh. Hem, ben, Jalons ce cœur-là, j'ai auditionné quand j'ai commencé avec eux, puis c'est ça, à un moment donné, il y avait comme ils ont commencé ce projet-là, puis ils prenaient des jeunes d'ici, des jeunes, qui étaient aussi en train de faire leurs études de musique, mettons, là. OK. Puis moi, j'étais aussi à leur niveau, donc ils m'avaient pris aussi dans le projet de chœur plus petit, le petit chœur. Mhm. Et puis donc on a travaillé, comme je disais, on était juste 2 par voix, 2 ou 3. Donc ça fait un petit groupe. Ça veut dire qu'il faut aussi que tu sois bien préparé et que tu saches bien ta partie pour bien la faire, là, la chanter. Et voilà, après, il y avait eu, on a fait quoi? 2 concerts. Donc, c'était tout un projet. C'était, on enregistre, mais on fait aussi 2 concerts en vrai, là, dans 2 églises différentes. Et puis, pendant l'un des concerts, ils ont aussi fait un enregistrement vidéo. Et donc, après, il y avait un CD vidéo, CD avec l'enregistrement du concert en vidéo. Donc, c'était pour moi, c'était comme, waouh, moi, ça fait juste 8 mois que je suis ici. Je suis ici, puis j'étais déjà en train de faire un enregistrement professionnel. Je trouvais ça extraordinaire. Puis tu chantais, je veux dire, tu m'as parlé une fois, tu parlais que tu chantais à toutes les semaines dans une église, tout ça, c'était avec ce cœur-là? C'était avec ce chœur-là parce que chaque mois, il faisait une cantate au cours d'une messe à Mhm. chaque mois. Donc, ça veut dire qu'on travaillait 4 semaines une cantate. Une cantate, ça consiste en quelques pièces solo, puis 2 ou 3 chœurs, puis avec un ensemble orchestral réduit, là. Et voilà, donc on apprenait à chaque mois une nouvelle cantate pour faire dans l'église, pour chanter au cours de la messe de telle fin de semaine en l'église. Là. Parce que Bach, à son époque, il avait fait des cantates, il en avait écrit beaucoup, beaucoup, puis il en avait fait pour chaque semaine de l'année. Là. Même, je pense qu'il a écrit presque complètement 3 cycles de cantates, ça veut dire pour 3 années. Il y en aurait assez pour 3 années, donc ça fait 150 quelque chose, là, cantates au total. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toutes avec cœur, mais il y en a qui sont juste pour solistes. Mais bon, ça fait un très grand répertoire. Et c'est quelque chose qui n'est pas souvent chanté au Québec. C'est pour ça que j'étais très intéressée parce que c'est un répertoire qu'on ne chante pas souvent. Et puis aussi, là, à chaque année, dans ce chœur-là, on faisait aussi les passions, une passion, Saint-Matthieu, Saint-Marc, hein? Et la messe en si mineur. Alors, les grosses œuvres vocales aussi de Bach, là, on les a faites aussi. C'est quelque chose, pour eux, c'était leur répertoire de base. Toutes les grosses œuvres de Bach avec les cantates aussi. Mais pour moi, c'était une richesse incroyable là, de pouvoir faire ça. Parce que quelque chose, comme je dis, ici, ça une relevance, ça une relevance dans le sens que c'est la langue qu'on continue de parler ici. C'est sûr que quand on fait une cantate en allemand au Québec, ben, il y a toujours déjà la barrière de on ne comprend pas ce qui se dit. T'sais. Mhm. Tandis qu'ici, c'est la langue qu'on parle tous les jours. Donc, c'est encore, compris et apprécié. Donc, c'est vraiment, pour toi, si c'est comme ta plus belle expérience comme C'est une chanteuse belle expérience. Ouais. euh, en musique. Et ça te donnait espoir, en fait, de pouvoir continuer dans le domaine. Mmh. Mmh. Ouais. Et, Donc là, j'ai cherché aussi à cette époque-là, je cherchais à avoir une nouvelle prof pour continuer à développer ma voix. Là. Puis c'est ça qui m'a amené un peu aussi vers les chœurs d'opéra. Parce que j'ai eu une autre prof qui a dit ah, mais c'est donc, il y a ça, les chœurs supplémentaires. Tu sais, je ne savais pas ça au début. J'ai appris donc aussi au fur et à mesure comment ça fonctionne ici. Mhm. OK. Et après, c'est ça, là, parallèlement,
avais ton programme de langue, mais tu avais quand même, tu disais que tu avais un B1 qui est c'est le niveau Au niveau intermédiaire. moyen, là. Ouais. Mais tu m'avais déjà dit, en fait, que tu avais quand même pris des cours vraiment de littérature, d'écriture, qui étaient quand même un peu plus avancés que le B1, parce que normalement, Oui. on n'apprend pas de la littérature en un niveau B1 en allemand. Non, à l'université, il y avait quelques cours parce que je crois qu'on pouvait on pouvait faire un micro-programme d'allemand à l'Université Laval et ça prenait 5 cours, me semble. 5, et puis ça ne pouvait pas être juste des cours de langue. C'est-à-dire parce qu'il y avait 4 niveaux de langue, mettons, à l'université, et donc il fallait faire un cours d'écriture ou de littérature à côté de plus pour compléter le micro-programme. C'est ça que j'avais fait à ce moment-là. Là. Okay. Et puis le dernier, quand j'ai pris en 2009, juste avant de m'en venir ici à Vienne, c'était comme un 6e cours de plus. Là. C'était en plus. Et là-bas, il y avait à l'Université Laval, à ce moment-là, un professeur qui venait d'Allemagne, qui s'appelait M. Greif, qui avait un humour très sec et très particulier, mais qui était, on aurait dit, un professeur de vieille école, un peu, là. Très strict, on ne fait pas de blagues, tout le monde bien concentré. Puis, il était particulier, mais c'était un excellent professeur. Vraiment beaucoup appris avec lui. La rigueur et la discipline. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Puis là, il me disait, par exemple, Madame Bouchard, nous ne sommes pas sur une scène, arrêtez de rouler les R. Il reprenait sur la prononciation, parce qu'il disait là, vous n'êtes pas sur la scène aujourd'hui, c'est le cours normal. Alors, vous n'êtes pas obligé de rouler les R. Puis en fin de compte, c'est-tu ton programme de langue, après le programme de langue, c'est ça qui te dit, puis tu t'es dit, ben moi, je veux rester en Allemagne ou tu es reparti au Québec? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Après 2 ans, voilà, après le programme d'assistant de langue, après 2 ans, on ne peut plus le renouveler. Hein? Il faut qu'on fasse une pause pour laisser la chance à d'autres. Et donc, après une 2e année, tu te dois de renouveler une fois, mais pas plus. Et donc, là, ça n'avait pas encore débouché pour mes auditions. Hein? Je continuais de faire des auditions, de me promener un peu, mais je n'avais pas de poste. Parce que, comme je disais un peu tantôt, plus je me donnais du stress et plus les auditions fonctionnaient moins bien. Voilà. Et j'ai donc cherché autre chose. J'ai cherché un quelconque travail pour pouvoir rester. Et là, les langues, ça m'a bien aidé. J'ai trouvé un travail dans un centre d'appel. Donc, je parlais avec des techniciens en informatique. Je faisais des commandes de pièces, des trucs comme ça, pour une compagnie européenne. Donc, il y avait des gens dans plusieurs pays. Et donc, de parler en anglais, en français, et en allemand et en espagnol, c'était très pratique pour ce centre d'appel. Et donc, c'est ça qui a permis que j'ai un nouveau permis de séjour que je pouvais utiliser pour rester plus longtemps. Et donc, je continuais d'aller voir faire des auditions aussitôt qu'il y en avait quelque part. Donc, j'étais encore en recherche là, du côté musical, mais j'avais quelque chose de fixe ici à Mayence. Et c'est là que j'ai commencé aussi à faire des cours de langue encore. J'ai décidé d'améliorer encore mon allemand. Okay. Et donc, ici, à l'éducation aux adultes, là, on peut prendre des cours de langue, continuer à développer ma capacité en langue parce que... Et ça s'est passé comment pour les permis de séjour? Ça s'est bien passé facilement? Tu as eu des stress? Allez. 2 fois, oui, parce qu'on a toujours un peu l'impression là, qu'on est surveillé. Je ne pense pas qu'ils ont juste ça à faire, surveiller une fille canadienne en Allemagne, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'autres cas qui sont plus compliqués. Des gens qui arrivent, qui sont réfugiés, ou des gens qui arrivent avec aucun document, ou des gens qui arrivent en demande d'asile là, parce que la guerre est prise chez eux, des choses comme ça. Et puis, quelqu'un qui vient du Canada, ça a quand même un certain bagage culturel qui ressemble à l'Europe. Hein? On est d'accord, on a quand même un niveau d'éducation et de culture qui est un peu comparable. C'est sûr qu'on ne sait pas tout, mais je sais que ce n'est pas aussi différent que quelqu'un qui arriverait de la Chine ou l'Afrique du Sud. Hein? La vie est assez différente là-bas par rapport à l'Europe. Là. Et donc, c'est ça. Mais il reste qu'ils surveillent. Tu as toujours un peu la peur de « Ah, si je ne fais pas comme il faut, ils vont me renvoyer chez nous ». Puis voilà, le permis de séjour, il est toujours, et de travail, il est toujours relié à ton contrat de travail. Hein? Et donc, à chaque fois que le contrat est fini, il faut retourner, faire un rendez-vous, puis demander une autre permission, parce que regardez, j'ai été renouvelée, nanana. Voilà.
Fait que des fois, c'est pénible un peu parce qu'on est tout le temps en train de prendre des rendez-vous pour régler ces choses-là. Là. Donc, ça veut Mais dire non, mais là, en gros, ça a bien été, moi, là. mais ça veut dire que tu as eu un permis de séjour puis un permis de travail. Tu as trouvé ton travail, tu es Ouais, allé faire la demande de ton permis de séjour, pardon. tu l'as eu automatiquement et c'était pour la durée de ton contrat de Contrat travail. de travail, ouais, OK. c'est ça. C'est deux Bon. choses. Pendant que j'étais assistante de langue ici, c'est un permis juste de séjour. Parce qu'ils considèrent que c'est comme un stage. Tu es payé un peu par le gouvernement pour être ici. Mais à ce moment-là, ça veut dire les 2 années où j'ai fait ce programme-là, j'avais un permis de séjour seulement. OK. Je ne pouvais pas travailler ailleurs. Je ne pouvais pas faire d'autres choses. Je n'avais pas le droit de travailler dans d'autres endroits. C'était juste un permis de séjour. À partir du moment où j'ai travaillé dans le centre d'appel, j'avais un permis de travail qui me permettait de séjourner ici. Ouais, fait que c'était un permis de séjour un peu différent dans lequel il y avait une clause où ça disait j'ai le droit de travailler à cet endroit-là, j'ai trouvé le contrat, de telle date à telle date, ça fonctionne. Je ne pouvais pas travailler ailleurs non plus. Mais si Il tu fallait perdais ton travail ou tu arrêtais de travailler, est-ce que tu savais automatiquement que tu ne travaillais plus pour eux ou comment ça se passait? Non, ça, ils ne savent pas automatiquement, mais tu avais comme un délai, je ne sais pas, 6 semaines, je pense. Est-ce Ouais, tu pouvais qu'ils rester quand même une contrôlaient? semaine. C'est ça, ils contrôlaient. Non, je ne pense pas qu'ils contrôlaient. Puis, il y a une chose qu'on peut toujours faire, c'est d'aller en Suisse. Hein? La Suisse, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Fait que tu peux partir en Suisse et revenir en disant, bah, ben maintenant, je peux rester 90 jours sans visa, sans rien, parce que mon permis, mon passeport canadien me permet de rester 90 jours en Europe. Tu sais. Comme Et touriste. donc, comme touriste, c'est ça, Mm. sans avoir d'autres permis de séjour. Tu sais. Fait que ça donne un peu de temps si tu as retrouvé un autre emploi. Puis si tu en trouves un autre, bien après, tu peux redemander un permis. OK. Donc, Mais si on résume, finalement, quand tu es venue avec le stage comme assistante de langue. langue, là, tu avais un permis de séjour. Puis, Ouais. tu pouvais rester après ton permis de séjour, après ton programme pour un petit peu voyager ou... Non. J'ai fait une demande spéciale de rajouter 3 semaines, puis il fallait que j'apporte, parce que je voulais faire un petit voyage, justement. Puis il a fallu que j'aille au bureau des étrangers, puis que je monte mon billet d'avion pour telle date. Puis là, ils ont écrit une clause dans mon passeport. C'est correct pour ce temps-là, on allonge le permis. Et puis, mais après, il fallait qu'ils voient mon billet pour être sûr, là, après, c'est sûr qu'elle s'en va. Là. OK. Donc, Fait ça, que, c'était pour le permis de séjour, je veux dire, associé à un stage, finalement. ouais, Quand tu c'est es ça. arrivé pour le travail, tu es arrivé, puis tu as eu tout de suite ton permis de séjour, puis... J'ai monté le contrat de travail, puis après, ils ont fait un permis de travail. Et donc, tu as fait ça pendant combien de temps, ce travail de centre d'appel? Le centre d'appel, c'était 2 fois 1 an, parce que c'était mon premier contrat, c'était 1 année, comme un temps d'essai, là. Puis après une autre année, puis après 2 ans, j'ai eu ma permanence, puis 3 mois après, je suis partie. Parce qu'entre-temps, j'ai trouvé autre chose. Voilà. OK. Puis Puis là, tu avais décidé, quand tu travaillais au centre d'appel, tu avais décidé que tu faisais ta vie en Allemagne. J'essayais ouais, que je voulais rester plus longtemps, en tout cas. Que je voulais rester plus longtemps, puis continuer d'essayer à faire des auditions. OK. Donc, de continuer les cours de chant, puis de continuer à faire des auditions. Et donc, le fait de travailler dans le centre d'appel me permettait de rester ici. Fait que c'est sûr que tu travailles, par exemple, fait que tu n'es pas toujours libre, mais bon, ça s'organisait. J'étais capable de prendre des congés des fois pour partir, faire une audition quelque part, ou changer on pouvait changer les périodes de travail. Là, tu changes avec un collègue pour avoir une journée de congé. Là, bon. Voilà. Mais c'était pas... des fois, je me dis, c'était peut-être pas la meilleure job au monde parce que, tu sais, je voulais devenir chanteuse puis je passe mon temps à parler au téléphone. C'est quand même un travail, tu sais, astreignant pour la voix, là, tu sais, d'être tout le temps au téléphone. Ah oui. Donc, j'ai pas eu de problème, là, parce que j'ai pas été si longtemps en centre d'appel, mais je peux imaginer qu'il y a des gens que leur voix devient fatiguée ou usée ou blessée, tu sais, parce que tu parles tellement. Voilà. Puis après, tu dis que tu as trouvé un autre travail. Oui, parti vers c'était quoi? à cause. C'était une collègue, j'ai dit tout à l'heure que j'avais continué à faire des cours de chant. Donc, j'avais une collègue américaine
qui est installée, elle, depuis un peu plus longtemps que moi ici, là, elle travaillait dans une école professionnelle. Mhm. Une école professionnelle avec les gens qui font la formation pour devenir éducateurs, éducatrices en garderie ou pour travailler avec des gens âgés, des choses comme ça. Elle travaillait avec eux pour faire de la musique. Donc, pour leur apprendre un peu des bases musicales pour qu'ils puissent faire des activités musicales avec les enfants ou avec les personnes âgées. Et donc, un poste comme ça qu'elle avait en remplacement. Et il y a quelqu'un qui lui l'a appelé à un moment donné, puis il disait, mais nous, on aurait besoin aussi dans notre école. Est-ce que vous seriez disponible? Puis là, elle avait dit non, parce qu'elle avait déjà une école. Et à ce moment-là, elle avait recommandé mon nom. Et donc, j'ai pu prendre un remplacement. C'était le stress total, parce que je n'ai jamais fait ça non plus, d'être prof de musique là, pour des éducateurs, éducatrices de garderie. Mais là, j'ai pris le remplacement, je me suis lancée. Et c'est pour ça que je dis, je venais juste d'avoir ma permanence au centre d'appel. Puis, quelques mois après, j'ai dit non, je m'en vais faire ça. Ça s'est passé vite, là. Fait que, oui, j'ai laissé le centre d'appel et je suis partie faire ce travail-là. Période difficile un peu parce que finalement, ils ne m'ont pas donné autant d'heures qu'ils m'avaient dit. Et donc, c'était un peu restreint sur le salaire. Et puis là, en plus, quand j'allais au centre d'appel, pas au centre d'appel, mais au bureau des étrangers pour avoir mon permis de travail, ils me disaient, bien là, c'est parce que vous vivez trop loin de votre travail. Vous avez le droit de vivre juste à 50 km, jusqu'à un maximum de 50 km de l'endroit où vous travaillez. Sinon, ça fait trop de dépenses avec les déplacements. Mais là, pour moi, c'était comme, ben là, je ne vais pas déménager à Beauport, là, parce que toutes mes activités musicales sont à Mayence. Hein, je ne m'en vais pas dans le petit village là-bas, là. Tu sais, fait que, bon. Alors là, j'ai été obligée pour avoir la paix, j'ai trouvé un autre poste à temps partiel dans un autre centre d'appel qui était pour une chaîne hôtelière. Et donc là, je travaillais juste deux jours et demi par semaine. Mais ça faisait assez de salaire, mais pour qu'ils arrêtent de dire, là, vous devez déménager et vous en aller dans le petit village. Non. Je ne vais pas dans le village, sinon je ne pouvais plus faire aucune activité musicale, je ne pouvais plus participer au cœur de l'opéra. Puis, comme j'étais là pour la musique, ben, ça ne me tentait pas du tout de partir de la ville. La ville n'est pas si grande, mais de la ville avec l'opéra. Hein. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire un remplacement à l'école professionnelle pour les éducateurs. Et là, bien sûr, la direction, il disait, mais là, on a tellement de besoins, vous devriez faire le stage de professeur, comme ça, vous seriez assuré d'avoir un poste après. Et donc, j'ai donné ma candidature, je dis pas fou, tu sais. J'ai donné ma candidature pour ça et après, j'ai accepté. Donc, on est rendu en 2014. Mais ce qui est arrivé aussi en 2014, c'est que j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. Donc, j'ai commencé le stage de professeur pour devenir professeur ici. Et comme j'avais chimie et musique, il faut deux matières, hein, comme tous les profs de secondaire. Et j'avais chimie et musique. Ils avaient accepté tous mes diplômes, blablabla, toutes mes reconnaissances d'études et d'acquis. C'était tout reconnu, c'était tout réglé. Mais là, c'est ça, en janvier 2014, j'ai rencontré Michael. Et donc là, on a commencé une autre étape de vie. C'était le mariage, c'était la pause maternité. Et maintenant, nous avons 3 enfants. Nous vivons dans un petit village à côté de Mayence, pas très loin. Et je viens juste de recommencer mon stage de professeur. Wow. À l'automne, quand ma petite fille a eu 3 ans. Wow. Donc là finalement, quand tu as rencontré ton mari, mais pour toi, c'était clair, en fait. Là, il me reste 8 minutes avec toi. Mais je voulais juste venir sur... Parce que quand tu as fait, justement, tu avais ton contrat de l'école puis tout ça, là, à ce moment-là, pour toi, ça a toujours été clair que tu restais en Allemagne. Tu n'as jamais pensé de retourner au Québec, en fait. Non, en 2014, justement, j'avais commencé à faire le remplacement. Puis là, j'étais en Noël 2013. Là, en Noël 2013, je suis allée au Québec dans ma famille. Puis là, je suis revenue en janvier. Puis là, je me suis dit, dans l'avion, là, je me disais, là,
Faut que je fasse des changements parce que il y a donc comment dire, j'avais là l'idée s'il n'y a pas des changements qui arrivent dans ma vie, et ça voulait dire au niveau sentimental aussi, là, si je trouve pas pas si je trouve quelqu'un, mais s'il n'y a pas des changements au niveau de ma vie bientôt, je vais retourner. Donc, je me disais, après le remplacement qui va finir en juin, s'il n'y a pas de changement ou de quelque chose qui se passe, là, je vais retourner à l'été. Je serais prête à retourner au Québec, puis à essayer à nouveau au Québec. Mais voilà, c'est là que c'est arrivé, que j'ai rencontré Michael. Et c'était comme le bon moment, hein, dans un sens, parce que j'étais rendue prête à ça aussi. C'était comme une ouverture qui était là. Et donc, j'ai rencontré Michael. Et puis là, j'ai vu une possibilité là. Et voilà, ça s'est réalisé. Donc, c'est la rencontre qui a tout changé finalement. Je change et voilà, parce qu'à partir de là, c'est pas mal clair. Si je commence une relation amoureuse ici, et puis comme j'avais déjà 38 ans, puis que j'avais envie d'avoir des enfants, ben c'était comme on n'y restera pas longtemps. Hein? Ouais. Puis en fait, avec le recul aujourd'hui, tu disais, tu sais, quand tu étais au Québec, tu as dit en Allemagne, ça serait plus facile, tout ça. Est-ce que tu as encore la même opinion ou avec le recul, tu trouves que c'est aussi difficile pour une chanteuse qu'au Québec? C'est quand même, ouais, c'est assez difficile quand même parce qu'il y a beau avoir plusieurs chœurs avec plusieurs postes disponibles, il y a beaucoup de gens qui les veulent, les postes. C'est ça l'affaire aussi. Hein? Il y a beaucoup de gens qui étudient aussi ici en musique et qui sont compétents. Hein? Il y a beaucoup aussi de gens qui viennent de la Corée, par exemple, et qui viennent ici, ils étudient. Ils ont déjà fait des études dans leur pays, ils arrivent ici, ils font une maîtrise par-dessus ça, ils refont 2 ans d'études pour se mettre à connaître les gens, puis ils font des auditions après, puis ils trouvent aussi des postes. Hein? C'est des gens super compétents aussi. Là. Fait qu'il y a beaucoup de candidats hein, sur le nombre de postes. Là. C'est pas toujours facile, c'est pas du tout facile. Donc, finalement, c'est aussi difficile. Il y a plus de postes, mais on est plus de monde. On est quand même 80 millions. On est 80 millions en Allemagne. Hein? Et oui, puis comme je dis, il y a des gens de la Corée, il y a des gens de la France, les gens de plusieurs pays européens, parce que c'est pas tous les pays de l'Europe qui ont des chœurs fixes dans leur opéra, là, des chœurs professionnels où les gens sont engagés comme employés à temps complet. Là. Mm-hmm. Et en France, ça fonctionne plutôt par saison, c'est-à-dire on fait au mois de septembre un opéra et ça dure 3. On fait, je sais pas, 4 représentations. Après, il y a 2 mois de pause. Après, au mois de décembre, on fait tel autre opéra. Et il y a 2 mois de pause. Hein, et en Allemagne, comme le chœur est toujours là, ça fait qu'ils peuvent avoir une œuvre qui dure pendant 6 mois. Là. Ils commencent un opéra en septembre, ils en font des représentations jusqu'à juin l'année d'après, éparpillés dans toute la saison. Là. Puis après, en novembre, il y a une autre première, puis en décembre, il y a une première. Puis le système n'est pas pareil en Allemagne que dans les autres pays non plus. Et donc, c'est très convoité d'avoir un poste dans un chœur professionnel parce que c'est une grande stabilité après. Tu as un poste vraiment à toi d'employé. C'est pas super bien payé, là. Je ne veux pas dire ça, mais tu as la sécurité d'emploi. C'est pas extrêmement, c'est pas un super salaire de fou, mais ce qui est très apprécié, c'est justement la sécurité d'emploi. Parce que quand tu es chanteur soliste, tu es tout le temps en train de chercher des contrats d'un bord de l'autre. Puis ça c'est fun aussi. Tu peux aussi être engagé comme soliste dans un opéra. Et là, tu as des contrats, mais c'est 1 an, 1 an, 1 an. Tandis que quand tu es dans le chœur, ben, c'est pour toujours. Il n'y a pas beaucoup de raisons qui font que tu peux être envoyé. Mm-hmm. Fait que si tu veux une famille, c'est vraiment le fun. Mm-hmm. De toute façon, moi, j'avais pas tout à fait le tempérament de diva là, pour être la soliste en avant. J'avais pas cette compatibilité pour dire je me fais ma place. Là. Et j'aime beaucoup chanter en chœur ou en groupe. Fait que toi, c'était clair, c'était le chœur. Moi, j'aurais aimé mieux le chœur. Donc, on peut dire en fin de compte, ce qui t'a donné une chance de finalement de vraiment réussir à bien t'intégrer en Allemagne, ça a été tes compétences avec les langues
puis Oui, ça a aidé. tes expériences à l'étranger, puis Ouais, ton amour pour la musique, malgré que tu aurais voulu aller plus loin, ben, tu as, ouais, t'as quand même fait un chemin intéressant. Puis après, ouais, ben, ouais. il fallait que tu choisisses entre la famille, puis tu as choisi la famille, j'imagine, c'est ça? Voilà, voilà. Donc, Et je ne puis, je sais pas, pense pour finir, ça serait quoi si tu avais des conseils à donner là, à quelqu'un qui voudrait essayer ce que tu as fait? Ça serait quoi pour tes de ne pas lâcher son rêve, ça nous amène à quelque part. Je veux dire, si je n'avais pas eu la musique dans ma vie, je ne serais pas ici maintenant en Allemagne avec ma famille, mes 3 enfants, mon Hmm. mari. C'était pas évident, il y a des bouts difficiles. Et puis là, je veux dire, là, je fais une formation. C'est pas évident non plus, là, le stage de professeur. C'est tout en allemand, puis on lit des livres de didactique en termes assez formels. Et bon, c'est beaucoup de travail. Hein, on y va. Mais c'est un défi aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qui va me permettre de m'épanouir à un autre niveau, d'être professeur avec les éducateurs, les éducatrices Ben, et les chimistes, les élèves. C'est ça. on va te souhaiter bonne chance avec ça. Puis peut-être on pourra faire une autre entrevue à un moment donné sur qu'est-ce que c'est d'être mère en Allemagne, parce que la mère est beaucoup au foyer en Allemagne. En tout cas, Ouais. moi, je suis arrivée en 2003, c'était comme ça. Ça a changé, mais ça change très tranquillement. Les mentalités, c'est pas beaucoup changé encore. Ouais. C'est ça, exactement. Mais je voulais vraiment faire une entrevue sur ton expérience, comment tu étais partie, comment tu étais arrivée ici, pourquoi, puis tout ça. Donc, je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Mmh. Donc, Oui, merci de cette invitation. puis merci. C'est la première entrevue, hein? C'est comme on dit, l'imperfection, la parfaite imperfection. Et Ouais. on va s'améliorer dans les prochaines entrevues. Puis, on espère que ça va inspirer des gens à vouloir venir vivre l'expérience. Donc, je te remercie beaucoup, Julie. Et Au bonne revoir. fête des mères demain. Ah, merci.